Les éditions Alia ont eu la riche idée de rendre à nouveau disponible à un petit prix, 9 €, la grammaire générale et raisonnée publiée en 1660 par Antoine Arnauld et Claude Lancelot, dite Grammaire de Port-Royal. C'est un ouvrage étonnamment moderne qui se propose d'emblée de tirer des principes communs à partir de ce qu'on remarque dans toutes les langues. Alors d'emblée, je me tourne vers Daniel Laurent des éditions Alia et Dominique Mazuet de la librairie Tropique dans le 14e arrondissement de Paris pour leur demander si ces messieurs de Port-Royal n'étaient pas en définitive quasiment des proto-structuralistes. Et puisque leur grammaire s'ouvre sous le signe des signes qui rendent les sons, je cite, durables et visibles, et que ces signes sont appréhendés selon leur nature et leur signification, je vous demanderai également si le grand Arnauld, flanqué de Lancelot, n'était pas, de surcroît, une sorte de proto-sémiologue. Dominique Mazuet, vous avez peut-être une opinion sur la question? Oui, assez affirmé, mais je m'appuie sur quand même des autorités en la matière, puisque par exemple Chomsky et toutes les controverses qui ont eu lieu à la fin des années 60 et au moment de l'émergence de Chomsky sur le terrain de la linguistique, avec sa grammaire générative notamment, redonné une popularité à l'ouvrage qui était un petit peu oublié. J'avoue qu'à titre personnel, c'est à ce moment-là que je l'ai lu, que je l'ai découvert. J'étais absolument fasciné. Enfin, non seulement la grammaire, mais ensuite la logique, évidemment. La logique est de 1662. Hein. Elle est un petit peu après, puis surtout elle met beaucoup plus longtemps à être écrite parce que bien tous ces ouvrages à l'époque étaient eux-mêmes pris à l'intérieur de controverses assez élaborées et complexes, en plein dans la révolution cartésienne et dans les débats aussi bien autour du jansénisme, la théologie que... Mais bon, il s'agissait déjà de se préoccuper des rapports entre le langage et la pensée. C'est très clair. Et à vrai dire, je vais citer là une phrase d'un excellent auteur, mais assez méconnu en France parce que c'est un linguiste belge, mais qui est probablement un des plus grands spécialistes en activité de ces questions, qui s'appelle Marc Dominici. Et la première phrase de son livre, qui est consacré à la grammaire de Port-Royal, paru en 95, est la suivante. Dans cet ouvrage, je voudrais démontrer que la grammaire telle que nous la concevons aujourd'hui, même s'il nous arrive de la baptiser linguistique, est née pour une part essentielle à Port-Royal. En gros, c'est à peu près ce que tout le monde va s'accorder à reconnaître pour parfois critiquer les points de vue des messieurs, parfois les approuver ou les remettre d'actualité, comme ce fut le cas de Chomsky notamment. Mais pour répondre à votre question initiale, non, ils sont justement tout le contraire des structuralistes, puisque la tradition de la linguistique structurale, qui va apparaître donc principalement avec Saussure, et puis qui va se poursuivre avec une acmé précisément à la grande époque des Lacan, Lévi-Strauss, enfin du structuralisme triomphant des années 50-60. Cette tradition-là, qui va, Chomsky lui-même le reconnaît, va conduire à pas mal d'avancées dans le domaine qu'on pourrait qualifier de scientifique, ou de lui restituer cette qualité-là, à ce moment-là, justement, commence à tourner un petit peu en rond. Elle a eu des succès notoires, mais qui sont liés à une histoire beaucoup plus longue, notamment autour de la compréhension qu'on va avoir du fameux mythe ce qui était un mythe, considéré comme tel des Indo-Européens, qui doit beaucoup à Dumézil, etc. Chomsky, à ce moment-là, rappelle que le point de vue des messieurs est radicalement différent, mais qu'il est d'actualité parce que, comme du point de vue de Chomsky, donc à cette époque-là, il y a donc bientôt 40 ans, déjà, il considère que la perspective structurale arrive un petit peu en bout de course. Il y a le fameux exemple, j'anticipe peut-être un petit peu, de la démonstration sur le pronom relatif, sur lequel il va se fonder, pour montrer la fécondité et la force conceptuelle des idées des messieurs, et là où justement on atteint les limites de l'approche structurale. Mais Daniel Laurent, il faut quand même dire à quel point cette grammaire de 1660 est, arrêtons les anachronismes, mais révolutionnaire. Enfin, qu'on la compare simplement à celle de 1647, ne s'intéressant qu'au bon usage de Vaugelas. Là, il y a une façon assez extraordinaire de lier la langue et la pensée
au lieu de s'en tenir à la norme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, Arnaud et Lancelot partent du postulat que les mots expriment nos pensées et donc ont été inventés pour les faire connaître, les signifier. Mais on voit très bien la circularité possible entre le langage et la pensée. Donc que le langage, certes, exprime nos pensées, mais que le langage va pouvoir permettre aussi de bien penser. Donc ce n'est pas seulement de bien parler. D'où la circularité aussi qu'il y a par rapport au triumvirat des arts libéraux entre donc la grammaire, la rhétorique et la dialectique, ou autrement dit la logique. Chez Arnaud et Lancelot, tout cela circule en fait. Donc il n'y a pas de séparation très nette entre ces trois arts libéraux qui font partie du triumvirat. Par rapport à la grammaire, même, j'avoue moi-même, comme je l'ai apprise, enfin, ce n'est pas une simple technique d'interprétation d'un texte, mais il montre vraiment la force organique véritablement du langage, qu'il parle d'une invention merveilleuse qui permettent de partager les pensées, mais aussi de les échanger et donc aussi de les alimenter, de les nourrir et donc effectivement pour un lecteur d'aujourd'hui, ça paraît très très nettement du fait du caractère très très pédagogique employé dans l'organisation de cette grammaire qui à mon sens devrait être dans toutes les écoles, puisqu'on nous apprend pas suffisamment à mon sens à tout simplement penser à utiliser le langage en ce sens en fait. Donc oui, un caractère révolutionnaire et étonnamment pour l'époque et le cadre de Port-Royal, etc., qui est donc considéré comme un catholicisme très très prononcé, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais et du coup effectivement qu'il faudrait mettre encore aujourd'hui entre toutes les mains. Ça, c'est certain. Dominique Mazuet, vous l'avez découverte, cette grammaire, vous l'avez découverte il y a une trentaine d'années, disiez-vous. Voilà. Et on dira un petit peu plus même. Et qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant, parce qu'elle couvre quasiment tous les domaines possibles et imaginables, du style poétique précisément à la logique, mais ça tarde à l'accord du participe passé d'une façon claire et nette, et se bute sur la préposition, si j'ose dire. Enfin, qu'est-ce qui a vos préférences dans cette grammaire de Port-Royal? Pour moi, c'est assez clair, c'est ce que vient précisément d'évoquer notre jeune lectrice d'aujourd'hui, donc vierge de tout ce contexte assez compliqué et long et profond. C'est le caractère pédagogique, d'abord. Il ne faut pas oublier que, en principe, la grammaire comme la logique, d'ailleurs, était destinée à des élèves qu'on pourrait imaginer du secondaire aujourd'hui, mutatis mutandis. Mais je crois que c'est ce qui frappe d'abord le lecteur. La clarté et la distinction cartésienne, ce sont des cartésiens, en dépit de leurs aspects paradoxalement jansénistes, pour certains d'entre eux en tout cas. Ce sont de purs cartésiens, donc clarté et distinction, c'est-à-dire que les choses sont exprimées avec le projet qui est très bien expliqué dans la préface de Mandozio, d'ailleurs, pour tout homme raisonnable, en simplement utilisant son raisonnement, d'arriver au bout des problèmes les plus compliqués. Là, le projet, c'est pas on a peut-être oublié de le préciser, ça me paraît essentiel pour comprendre ce que c'est que ce livre, c'est une grammaire générale raisonnée. Ça veut dire que ce n'est pas les règles de la grammaire française, c'est une grammaire comparative, dont l'objet n'est pas de décrire les règles, et à apprendre par cœur, pas du tout, c'est un ouvrage d'ailleurs très court par rapport à une grammaire. 150 pages. C'est un ouvrage qui est destiné à expliquer pourquoi il y a une grammaire, à quoi ça sert et en quoi, au moment où on apprend la grammaire, on connaît déjà la plupart des règles puisqu'on parle déjà. On ne sait pas forcément bien l'écrire, mais on parle déjà le français ou les langues qui sont évoquées. C'est une grammaire qui compare à l'époque les langues dites nobles, c'est-à-dire le latin, le grec, l'hébreu, les langues vulgaires, français, anglais, italien, et qui fait une analyse extrêmement moderne, on peut le dire, mais ces gens-là se considéraient comme très modernes à l'époque, comme vous le savez, et donc qui essaye d'expliquer, comme disait Barthes bien après, lui-même se recommandant, comme vous savez, de la sémiologie à cette époque-là, ce que parler veut dire. C'est exactement ce dont il s'agit dans la grammaire. Et alors, l'aspect pédagogique est exceptionnel. Il frappe, je pense, n'importe quel lecteur aujourd'hui, surtout quand on a lu les manuels que nos chères têtes blondes doivent se farcir aujourd'hui. Après 40 années, justement, de pédagogisme sur lesquels je ne vais pas m'étendre. On pourrait citer des passages, enfin, le lecteur pourra les découvrir, qui donnent une idée. On peut peut-être citer, à mon avis, ça vaut le coup de citer la première phrase de la première page, parce qu'elle donne tout de suite le ton de la grammaire. Alors après l'introduction, eh bien voilà, ça commence comme ça, c'est très simple. Grammaire générale et raisonnée, la grammaire est l'art de parler.
Ça, c'est typique de ces messieurs, donc clarté et distinction. Parler est expliquer ses pensées par des signes que les hommes ont inventés à ses desseins. On a trouvé que les plus commodes de ces signes étaient les sons et les voix. Mais parce que ces sons passent, on a inventé d'autres signes pour les rendre durables et visibles, qui sont les caractères de l'écriture que les Grecs appellent grammata, d'où est venu le mot grammaire, et ainsi de suite. Donc, je pense que les aspects pédagogiques, la clarté, l'accessibilité à peu près n'importe quel enfant, même du secondaire, évidemment, il faut peut-être actualiser en fonction du contexte, et tout le projet de ce livre, comme de la logique d'ailleurs, est inspiré par cette préoccupation. Indépendamment du fait, évidemment, que là se jouent toutes les grandes controverses intellectuelles et théologiques de l'époque, de la même manière que, si vous en souvenez, ou si on en a gardé la mémoire, dans les années 70, qui était encore une époque difficile à imaginer aujourd'hui, où on avait des grandes controverses intellectuelles. Je pense qu'il n'y a plus la moindre trace aujourd'hui, donc c'est peut-être un effort d'imagination qu'on demande à l'auditeur. Eh bien, ces grandes controverses intellectuelles, justement en pleine période structuraliste, avec des personnages éminents dont on n'imagine plus aujourd'hui l'importance en France et dans le monde, d'ailleurs comme Lacan, qui est dans ce mouvement, vont s'intéresser, comme le disait Lévi-Strauss, je dirais de manière laconique, mais pour aller à l'essentiel, aux structures élémentaires de la pensée, de manière différente. Évidemment, ils vont rejoindre le parcours des messieurs, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà. Et vous, Daniel Laurent, qu'est-ce qui... Vous avez dit que, après vous êtes farci, même si vous n'avez peut-être pas employé le mot, toutes les grammaires possibles et imaginables. Vous aviez découvert celle-ci. Qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention et vous, nouveau de votre part, comme une douce monomanie pour ce texte? Je partage avec Dominique Masvet le goût pour l'aspect pédagogique très clair et très présent dans ce texte, et j'avoue que ce qui me plaît aussi, c'est la contradiction qui n'en est pas tout à fait une entre le climat dans lequel est née cette grammaire et son actualité encore aujourd'hui. Donc effectivement, ça rejoint la question de la modernité de cette grammaire, en fait aussi dans le contexte de Port-Royal, qui était quand même un monastère catholique qui prenait le jansénisme, donc lié à Saint-Augustin, donc à la prédestination, etc., et à la grâce, et en même temps, en fait, ce souci de ne pas impliquer la question de la foi dans cette grammaire, donc qui n'apparaît clairement pas, alors que Arnauld était quand même le frère de la mère Angélique Arnauld, qui était la grande réformatrice de Port-Royal, et donc, en fait, dans cet esprit de foi éclairée, puisque c'était ça qui a été prôné à Port-Royal, ils ont réussi à faire quelque chose de très épuré dans cette grammaire, en fait, qui est vraiment une analyse très très simple des mots, enfin en partant d'abord de ce que c'est qu'un son, ensuite ce que c'est qu'une lettre, et ce que c'est qu'un mot, et comment tout ça s'articule ensemble. Enfin, ils partent du simple au complexe. Du coup, tandis que dans la grammaire telle qu'on l'apprend aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on décortique le complexe sans penser à être un petit peu plus tout simplement pédagogique, pour ramener ce mot qu'on a déjà repris à plusieurs reprises. Mais en tout cas, dans le langage formel, qui est aussi, enfin, qu'on peut relier aussi d'ailleurs à la même époque à Philippe de Champaigne, qui peint donc notamment la mère Angélique Arnauld. Visiblement, il avait fait aussi un portrait d'Antoine Arnauld qui a disparu, mais où on va à une épuration totale des formes, où le message est clairement exprimé par la langue. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut avant tout comprendre, c'est que la grammaire n'est pas qu'un outil d'analyse, c'est aussi un instrument de la pensée. Mais dans le même temps, sans être adepte de la théorie du complot, Dominique Masvet, on a l'impression que tous ces débats, puisque vous avez bien dit qu'il y aurait débat en partant de ce texte, mais ce texte s'inscrit dans des débats, mais sont là, parfois cryptés, notamment lorsque Arnauld et Lancelot prennent des exemples au nom de la logique de syllogisme, par exemple. Ils ne prennent pas n'importe quel exemple. Quand il s'inscrit en faux, l'homme est animal, le singe est animal, donc le singe est homme, il ne supporte pas ça, etc. Enfin, il y a aussi à propos de la loi divine et des rois. Oui,
tout l'ouvrage, et ça a été superbement analysé donc par Domenici pour les gens. Malheureusement, le livre est, je crois, plus ou moins indisponible aujourd'hui, mais enfin, je crois qu'il est accessible par des biais divers. La profondeur, il y a effectivement, Chomsky parle des structures superficielles et des structures profondes. On pourrait, par métaphore ou par analogie, évoquer ça à propos de la grammaire et de la logique. C'est surtout dans la logique, évidemment, que ces choses-là vont être, parce que la logique va mettre très longtemps à arriver à sa version finale et va donner lieu à d'innombrables débats. D'ailleurs, dans la préface, les auteurs, Arnaud et Nicole, cette fois non pas Arnaud et Lancelot, vont évoquer le fait que il s'agit d'un outil de travail et de débat. Ils sont déjà très modernes dans cette mesure-là. Ils sont jamais dogmatiques. On est vraiment en pleine dialectique et les querelles de ce temps, qui est quand même fondateur. Hein, on a en arrière-plan, on a Pascal et Descartes et ce qui les rapproche et ce qui les oppose. Au final, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que je rappelle le jugement de Pascal sur Descartes, inutile et incertain. Et ce que lui reprochait évidemment beaucoup Descartes, c'est de ne pas avoir la foi et ne certainement pas partager ses thèses sur la grâce, etc. Donc Descartes, pour qui l'instance divine est très abstraite, est quand même extrêmement présent, parce que c'est quand même lui le grand homme qui inspire ces gens-là. Et les thèses sont totalement cartésiennes, mais on sent effectivement des tensions, comme on dirait aujourd'hui, parfois des contradictions qui affleurent, parce que c'est un débat permanent et qui sont le cul entre deux chaises, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, parce que bien souvent ils osent pas trop aller jusqu'au bout du cartésianisme, parce qu'ils s'aperçoivent que ça débouche un petit peu sur des idées contradictoires avec les leurs. Pourtant, ce sont vraiment des gens très éclairés, comme on peut le constater, très ouverts, comme on le dirait aujourd'hui, en dépit du contexte dans lequel ils évoluent, et surtout à une époque où ils ont, encore une fois, ils appliquent la méthode, mais parce qu'ils ont des dispositions pour ça, pour me permettre, à partir de la raison, ils ont cette exigence d'être clairs, distincts, et de se confronter à des opinions contraires. Ils sont en permanence, et c'est ça que on découvre dans ce livre en filigrane, de la manière dont vous l'évoquez, c'est-à-dire par les exemples qui sont pris pour évoquer des règles. On va trouver ça dans le célèbre exemple, on peut peut-être le citer, qui est repris partout, celui sur le pronom relatif, qui va décrire à la fois la méthode et effectivement le type d'exemple qu'ils prennent, puisque l'exemple, c'est la phrase « Dieu invisible a créé le monde visible ». Bon, alors évidemment, là, on a tout l'arrière-plan que vous évoquez, qui est sous-jacent et évident. Mais d'un autre côté, on s'en écarte complètement, puisque ce qu'il s'agit de démontrer, c'est à quoi sert un pronom relatif. Un pronom d'abord, le cas particulier du pronom relatif, et où ils exposent ça, c'est un exemple qui est repris de nombreuses fois, et notamment par Chomsky, comme un exemple tout à fait caractéristique. Puisque au centre, et ça c'est une des novations fondamentales des messieurs, de leur travail sur le langage et la pensée, ils mettent non pas ce qu'on appellera plus tard les morphèmes, les syntagmes, les paradigmes, donc le formalisme de la langue, mais le sens. Et l'unité fondamentale du sens, c'est la proposition. C'est une innovation, on n'a jamais utilisé ça avant eux, dans l'histoire des langues, dans tous les pays, toute l'histoire de l'humanité. C'est vraiment une révolution fondamentale, et raisonner à partir de la proposition et des idées contenues dans ces propositions, ça c'est typiquement l'esprit de la grammaire de Port-Royal, et c'est pour ça qu'elle nous est facilement accessible, parce que assez spontanément, c'est comme ça qu'on raisonne, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on réfléchit, et que nos idées viennent à notre conscience en réalité, au-delà de toutes les analyses. Donc l'exemple Dieu invisible a créé le monde visible. Il faut observer. Il s'agit de démontrer qu'il y a dans une phrase comme celle-là, il y a une proposition principale et des propositions secondaires, et que le pronom relatif va pouvoir être utilisé en rapport avec les nombreux sens qui vont être contenus dans cette simple phrase, au travers de 3 propositions distinctes qui sont Dieu et donc invisible. C'est la première. La deuxième, c'est Dieu a créé le monde. Ils vont considérer à juste titre, parce que ça paraît difficilement contestable, que c'est l'idée principale. Et une troisième proposition, qui est une deuxième proposition incidente, donc relative, c'est le monde qui est visible, lui. Et vous voyez, déjà, j'ai introduit le pronom relatif. Dieu, qui est invisible, a créé le monde qui est visible. Et avec cet exemple simple, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un pronom relatif et à quoi ça sert. Or, Chomsky fait observer qu'avec son système analytique,
la linguistique structurale est totalement incapable de rendre compte de ce genre de choses, qui sont pourtant au cœur de ce qu'on exprime et des idées qu'on exprime quand on parle, et des règles de grammaire qui en sont induites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Daniel Laurent, vous voudriez analyser vous-même un autre exemple de cette grammaire dite de Port-Royal ? Peut-être pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, le lien entre la grammaire, la rhétorique, etc. Puisque l'un des derniers, qui est pas tout à fait, oui, qui est le dernier chapitre de cette fameuse grammaire générale et raisonnée, parle des figures de construction, c'est-à-dire donc des figures, ce qu'on appelle aussi des figures de style. Donc, il montre clairement qu'il n'y a pas de séparation entre, du coup, entre la grammaire et la rhétorique. Donc, il n'exclut pas malgré ce qu'on pourrait penser de comme on disait, de clarté, etc. Il n'exclut pas aussi ce qu'on dirait aujourd'hui les tournures incorrectes, du moment qu'elles aient la grâce. Justement, vient le thème de la grâce, mais là c'est vraiment dans le sens de la grâce de la phrase. Donc, il commence à décrire les syllabes, les hyperbates, etc. Donc différentes figures de style. Ce que nous avons dit ci-dessus de la syntaxe suffit pour en comprendre l'ordre naturel, lorsque toutes les parties du discours sont simplement exprimées, qu'il n'y a aucun mot de trop ni de trop peu, et qu'il est conforme à l'expression naturelle de nos pensées. Mais parce que les hommes suivent souvent plus le sens de leurs pensées que les mots dont ils se servent pour les exprimer, et que souvent, pour abréger, ils retranchent quelque chose du discours, ou bien que, regardant à la grâce, ils y laissent quelques mots qui semblent superflus, ou qu'ils en renversent l'ordre naturel, de là est venu qu'ils ont introduit 4 façons de parler qu'on nomme figurées, et qui sont comme autant d'irrégularités dans la grammaire, quoiqu'elles soient quelquefois des perfections et des beautés dans la langue. Donc c'est là qu'il commence à parler de la syllabe, de l'ellipse, du pléonasme et de l'hyperbate. Évidemment, il y en a aujourd'hui beaucoup plus de figures de style, mais je trouve que c'est un des passages très beaux de cette grammaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus une espèce de rigidité. Il y a vraiment un esprit d'ouverture très fort dans ce texte. Dominique Massuet, vous savez que c'est le drame de tous les chercheurs. La réception de tels ouvrages était très mal connue. Pour le siècle suivant, Robert Darnton a beaucoup étudié la question. Or vous, de par votre métier de libraire à Paris, vous êtes au cœur de la réception. Alors non pas que vous traitiez les gens de passage dans votre librairie en cobaye, mais est-ce que vous avez pu mesurer comment ce livre de 1660 est aujourd'hui reçu? Il faut bien dire que nous sommes dans un contexte qui est peu favorable à développer l'intérêt pour ce genre d'ouvrage, en dépit de son importance considérable dans l'histoire des idées, que quiconque veut s'y intéresser pourra découvrir, en voir Wikipédia, s'il est très paresseux, mais un peu partout il va se rendre compte que l'ensemble des points essentiels de l'histoire des idées auxquels va renvoyer le chapitre grammaire générale raisonnée et derrière la logique ou l'art de penser, puisque la grammaire c'est l'art de parler, est absolument considérable. En tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à une chose qui était donc au centre, encore une fois, des préoccupations il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, qui étaient les rapports entre le langage et la pensée, et derrière ça, les structures fondamentales de la pensée. Ça va déboucher sur les cognitivistes, de toutes sortes de recherches en tous sens, qui vont faire un usage positif ou négatif d'ailleurs de tout ça, mais tout le monde tous les spécialistes reconnaissent l'importance absolument centrale, essentielle, et pour l'instant, sans suite, sans précédent et sans suite, c'est ça qui est tout à fait étonnant, 300 ans après, bien plus de 300 ans même, de l'ouvrage et son actualité, sa modernité. Il faut aussi insister auprès du lecteur, que j'espère nous allons arriver à convaincre de s'intéresser à ce petit livre très facile à lire, qu'il est encore une fois très facile à lire, car comme l'a souligné Daniel, contrairement à l'image qu'on a souvent des cartésiens, ils ne sont absolument pas dogmatiques. Ce sont des gens qui ont un esprit extrêmement libre, totalement dialectique, dirait-on aujourd'hui, y compris dans l'acceptation matérialiste marxiste du terme. Ils sont tout le temps confrontés à des opinions inverses, à l'image de leur maître Descartes d'ailleurs, qui passait son temps qui s'intéressait beaucoup aux objections et à débattre de tout ça.
ils sont dans une démarche donc pédagogique, d'explication, de clarification, conformément à la méthode, en ordonnant les choses. Et donc l'ouvrage, le style est évidemment daté, mais c'est le grand style classique, donc c'est en gros celui qu'on parle encore aujourd'hui, qui est fixé d'ailleurs à cette époque-là, mais qui malgré tout n'est pas très loin de nous. Dans les extraits que vous avez lus l'un comme l'autre, pas un adjectif de trop, n'est-ce pas? Ah non, jamais. Non, on est dans la perfection classique aussi. Alors évidemment, qui va donner lieu à beaucoup de commentaires, éventuellement dépréciatifs ou de contestations, qui est d'ailleurs parfaitement justifié. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pour un lecteur, un grand lecteur, ou quelqu'un qui s'intéresse un petit peu au moins à la littérature, c'est quand même un miel de lire ça. Ça coule de manière assez merveilleuse. On a un petit peu, et il faut se souvenir que c'est quand même en principe un manuel pédagogique. Donc ça laisse un peu rêveur. Mais ça laisse rêveur, c'est une occasion de rêver, justement. Rêver en découvrant à la fois, me semble-t-il, la clôture et l'horizon. C'est-à-dire que le jansénisme n'est pas cette façon de cadenasser qu'on a pu croire. Mais c'est pas un ouvrage janséniste. C'est ça une des nombreuses erreurs qui sont véhiculées. Ce sont des jansénistes, mais leur ouvrage n'en est pas du tout. Il n'est pas du tout question de la grâce nécessaire et suffisante, de tout, comme l'a souligné Daniel. C'est en dehors des exemples, évidemment, qui vont être choisis à dessein, le corps de l'idée, de la pensée qui est développée là-dedans n'a absolument rien à voir, est complètement et même ils font le grand écart avec le jansénisme, parce que encore une fois Descartes n'est pas du tout sur ces thèses-là, et il s'agit vraiment d'ouvrages cartésiens. C'est vraiment et ça a été soigneusement, encore une fois, dans l'ouvrage que j'ai évoqué en préambule, analysé avec avec un souci, un scrupule d'érudition et de précision bibliographique, historiographique étonnante, et avec une compétence de linguiste, parce que Dominici est en réalité un des grands linguistes européens encore aujourd'hui, tout à fait étonnante. Vous pourriez rappeler le titre de cet ouvrage? Je le rappelle en dépit du fait, c'est peut-être une incitation aux éditions Alia et à d'autres éditeurs de le rééditer, parce qu'il a été édité en Belgique en 95. Ça s'appelle La naissance de la grammaire moderne.